C'est venu par le biais de cette femme chez qui vous aviez été? J'avais déjà vécu quelque chose d'assez fort à l'âge de 5 ans. Je ne sais pas si je peux remonter jusque-là. Oui, c'est important. Je ne savais pas que ça s'appelait des rêves lucides, hein, mais bon, je faisais comme beaucoup d'enfants des cauchemars récurrents. Moi, c'était la méchante sorcière qui me poursuivait avec une seringue pour... ça correspond peut-être à ce que j'ai failli mourir à l'âge de 16 mois. Non, même plus jeune, 8 mois, et j'ai eu des grosses doses de médicaments, peut-être, je ne sais pas. Enfin, en tous les cas, une nuit, j'en avais assez, quoi. Et à la fin, alors ça, c'était un peu extraordinaire, il y avait une brouette remplie de fleurs, et puis une jeune fille qui me disait « Alors, ça t'a plu ?» Et je comprenais pas bien, évidemment, que ça me mettait mal à l'aise, quoi. Comment ça pouvait me plaire? C'était de l'humour, je sais pas. Enfin bon, moi je me suis retrouvé un jour à demander comment je pouvais faire pour plus faire. Alors on m'a dit, tu traverses. On m'a expliqué tout le chemin dans un rêve. Voilà, mais c'est important parce que dans ce que tu vas nous raconter, surtout parce que comme Alice. Entre la réalité et le rêve, il faut que tu précises bien dans ce que tu racontes. C'était le cas avec Joël Vérin aussi. Qu'est-ce qui fait partie de l'un ou de l'autre, de façon à ce qu'on te suive bien. Pour moi, il y a une telle proximité, mais il faut... Donc la brouette, dans ce rêve lucide, voilà. Tu as cette femme qui... C'est récurrent, je le revois à la fin, hop, il y a le soulagement, il y a un soleil magnifique, la lumière est magnifique, il y a des fleurs, et cette jeune fille qui me dit « Alors, ça t'a plu ?» Et je me réveille après. Donc ce jour-là, on m'explique qu'il faut aller voir la bonne sorcière. Dans le rêve. Dans le rêve, cette nuit-là. Je marche dans un espèce de désert, je marche, je sais où aller, je la vois. Et je lui dis, voilà, je voudrais plus faire ces cauchemars. J'ai 5 ans, 5 ans et demi peut-être. Et elle me dit, écoute, tu vois, tu prends tes coudes comme ça et tu les mets, il faut que je fasse attention au micro, tu les mets... Tu les enfonces donc sur le plexus, quoi. Enfin, elle m'a dit, tu les mets comme ça et tu serres. Eh bien, alors, au moins une fois, peut-être plus, quand la mauvaise sorcière est venue avec ça, j'ai dit la bonne sorcière, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Et j'ai pris mes poings comme ça, mes coudes enfoncés dans le rêve, mon corps de rêve, quoi. Et hop, je me suis réveillé, puis ça a été réglé, quoi. Voilà, ça a été la première. Mais ça m'est revenu beaucoup plus tard. Hein. Je ne peux pas dire que j'y pensais dans mon enfance. Déjà que tu puisses t'en rappeler. Mais là, c'est comme si. C'est le cas de toutes mes expériences. Elles sont comme si elles étaient vécues. C'est là la différence entre un rêve et le rêve entre guillemets. Alors, quand tu dis rêve lucide, est-ce à dire que tu savais, parce qu'un rêve lucide sous-entend qu'on est conscient que ce que l'on vit est un rêve. Donc quand tu nous parles de cette expérience-là, tu as tout à fait conscience... oui, puisque je veux me réveiller, je demande comment me réveiller. Donc je sais bien que je suis dans un rêve et que, en fait, cette mauvaise sorcière, je dois m'en débarrasser au sein de mon expérience onirique. Pour t'en débarrasser, le but, c'est, en fait, ce geste-là, c'est pour te réveiller. Et ouais. Et elle m'a donné le bon truc. Bon, donc tu te réveillais à ce moment-là? Ah oui, ça s'est passé, je me souviin, d'une fois. D'accord, je ne peux pas garantir que ça... Je crois qu'après, en fait, ça a été terminé. Moi, quand donc je suis en maths P, Liliane, elle n'avait pas réussi, en fait, vu son cursus. Donc, à cette époque, elle est partie vers la compta, ça a été très bien. Mais, moi, il fallait que je travaille très dur, donc je lui ai dit, non, je ne peux pas te voir ce dimanche.
Et puis, je suis à mon bureau, mais ça c'est énorme le souvenir que j'ai. Je suis à mon bureau. Tout d'un coup, je me tourne vers la pendule qui était un peu tournée. Il faut que je fasse attention. À 3h, moins 2. Puis c'est comme si la pendule, ça grossit. De l'après-midi? Oui, je vois grossir comme ça. Et je ne sais pas si c'est une voix, c'est pas une voix auditive, hein, mais comme ça, Liliane est à la Porte Dorée, ce qui était quand même pas chez elle. Et elle te téléphone dans 2 minutes. Moi, quand je reçois ça, évidemment, le téléphone sonne, Liliane m'appelle, elle me dit « Devine où je suis ». J'ai failli dire, mais je ne croyais pas à toutes ces choses. J'ai dit oh, « Qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Je me dis « Je suis à la Porte Dorée ». Là, ça a été le premier déclic. Alors, je crois que je lui ai dit d'ailleurs, bon, après, on n'a plus trop fait attention, parce que ça rentrait pas dans mon cadre, mais c'était fort. Alors, du coup, j'ai dit là, c'était un signe. J'ai pris le PC, vous savez, maintenant, il y a un tramway, mais avant, c'était la petite ceinture, c'était les bus de la porte de Montreuil jusqu'à la Porte Dorée. Et puis, on s'en rappelle encore, hein, ça a été, on s'est retrouvés. Une demi-heure, j'avais pas le temps, mais on s'est retrouvés vraiment un phénomène très, très, très fort. Donc, le deuxième phénomène très fort, c'est en maths P, justement à la fin de l'année. Je suis parti avec ma grand-mère étudier les concours. Il y avait les concours. Quel âge tu as là donc? J'ai 19 ans et demi. Je pars avec ma grand-mère maternelle, avec qui j'avais un lien très très fort. On part 8 jours à la campagne, dans un hôtel. Et vraiment, ça a été un moment extraordinaire. Et puis, en revenant, elle a fait un infarctus. Il faut dire qu'au mois de mars, donc là, c'était en juin, mais au mois de mars, je rêve que ma grand-mère décède, mais qu'on me la prend par téléphone. Donc, comme elle travaillait encore à 69 ans, je l'appelle, parce qu'elle n'avait pas le téléphone chez elle, mais je l'appelle à son... En mars? En mars. Suite au rêve? Suite au rêve. Parce que ce rêve était tellement fort que... Oui. Ah oui. Oh, mais ça va, enfin voilà. Bon, donc je suis rassuré. Après, on part donc au mois de mai. Là, elle fait cet infarctus. Elle reste chez elle. Je vais la voir chez elle. Elle m'avait offert une belle veste. Elle a dit, mon Dieu, que je puisse encore gâter mes petits-enfants, quoi. Et puis, 3 jours après, j'arrive chez moi. Elle est chez mes parents. Ils l'ont amenée là. Mon père me prend à part, il me dit, ben voilà, elle va mourir. Mais alors moi, ma grand-mère est éternelle, quoi. Et je ne connaissais pas du tout les autres mondes. Elle était dans la chambre d'à côté. Et j'ai mis un mouchoir sur la bouche pour pas que... Enfin, je disais pas mon Dieu à l'époque, mais je disais, faut pas qu'elle m'entende pleurer. J'ai hurlé toute la nuit. Et le matin, elle était mieux, elle était assise dans le lit. Je suis allé la voir. Et elle m'a dit, t'es beau, t'es jeune. Et puis c'est des dernières paroles. Je suis parti chez ma femme, ma future femme. Ouais. On était fiancés à l'époque déjà. Vous n'aviez pas d'appartement à vous? Non, ben là, chez vos parents respectifs. Était chacun chez ses parents à l'époque. Et donc, je suis allé chez ma future femme, ma fiancée. Je lui ai même fait... je voulais qu'elle soit blonde. Alors c'est moi, la première teinture, j'en fais encore maintenant, hein, la première teinture de ses cheveux pour qu'elle devienne blonde, elle était belle. J'aimais bien les cheveux blonds. Et le soir, donc je vais téléphoner quand même chez mes parents, pas tranquille, à 5 heures. Et mon frère me dit, attends, non, les parents sont pas là. Après, ah ça y est, ils arrivent. Ah ben ils me disent que c'est fini. Je dis, quoi, c'est fini? Donc j'apprends par téléphone, par mon frère, que ma grand-mère est décédée. Je prends ma mobilette depuis le tabac jusqu'à... Bon, il y avait quelques centaines de mètres. J'ai traversé tout ça, mais sans rien garder. Je me suis jeté dans... Enfin bon, pour moi, c'était là. Donc ce que tu avais entendu au moment où il y a eu cette horloge-là, ce que tu avais entendu du décès de ta grand-mère, que tu l'apprendrais par téléphone, c'est réalisé à nouveau? Le rêve que... Là, c'est le rêve que... ça se mélange un tout petit peu, parce que j'en mets peut-être trop. Non, c'est peut-être... non, mais...
T'avais rêvé que ta grand-mère... Voilà, c'était dans un rêve au mois de mars que j'apprenais qu'elle mourrait par téléphone. Par rapport à l'horloge, c'était ça, c'était la télépathie avec Liliane. Oui, voilà, ok, merci. Deux phénomènes. Oui, mais ils sont importants parce que ces deux éléments-là... Oui, parce que c'est des petites pierres qui se sont Exactement. fait basculer. Exactement. Voilà, donc le lendemain, bon, la nuit a été un peu dure, le lendemain je me réveille, une joie. Ma grand-mère est là, je la vois pas, hein. Je crois pas à tout ça. Attends, juste avant que tu nous dises, ouais. Quand tu dis je ne crois pas à tout ça, pour le jeune homme de 19 ans et demi là, que tu es, en dehors de la science-fiction, de ton amour pour le cosmos, l'espace, etc., le monde invisible, et quand j'ai monde invisible, j'entends par là, tu nous as dit au début que tu n'avais pas eu d'éducation religieuse, quelle qu'elle soit, etc. La conception que tu as avant ça, juste avant ça, c'est quoi? La mort, la vie, ça existe après vie, ou Dieu ou pas? Enfin, peut-être que, enfin, est-ce que tu es ouvert ou alors non, ça c'est... Non, c'est la science qui m'enseigne ce qu'il y a, et voilà, Donc pour toi, une fois qu'on meurt, il n'y a plus rien? Je disais quand même à mon frère, des fois quand on discutait, lui était peut-être en recherche à l'époque, il était devenu végétarien à l'âge de 13 ans déjà, et il était vraiment en recherche dans des contacts avec des gens de tout ce milieu, que moi je regardais ça comme ça, avec presque du mépris. Ça a bien changé après. Et donc, non, moi je n'avais pas j'avais la vision, voilà. Bah, t'étais athée? Ouais, je me disais... Ou agnostique? Je savais même pas, je connaissais pas ces mots-là, j'y pensais même pas. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est est-ce que pour toi, il y avait une force surnaturelle ou ça n'existait pas? Je disais, on a un cerveau trop petit pour comprendre. Je disais toujours comme ça, mon frère, de toute façon, on a un cerveau trop petit pour comprendre. Voilà, je ne me posais pas de questions, vraiment. Bon. D'accord, ok. Donc pour toi, l'univers, il n'y avait pas de raison à l'explication de l'univers. Je croyais aux extraterrestres, voilà, c'était ça, oui, mais pas... pas de spiritualité, voilà. Quoi. Et donc, ce lendemain du décès de ma grand-mère, après, je l'ai évacué, parce que bon, ça ne rentrait pas encore dans le cadre, quoi. Mais enfin, j'ai eu quand même... comment on peut, avec la souffrance que j'avais, avoir cette joie et dire ma grand-mère est vivante, parce que je me suis vraiment dit, hein, qu'est-ce que c'est ce truc-là, et puis voilà, bon... on est parti vers le cimetière, donc il y a eu l'enterrement. On est retourné au cimetière quelques jours après. C'était à Pantin, on était sur le chemin. Et entre les immeubles, un objet oblong, pas d'aile du tout, genre vraiment cigare, quoi, très très brillant par le soleil, il y avait du soleil. Ça n'a pas duré très longtemps, mais quand même, mon père, qui lui était alors complètement rationaliste, il regarde, ma mère aussi, ah bah oui, c'est bizarre, fixe dans le ciel. Puis après, il a bifurqué vers la gauche. Bon, voilà. Le lendemain, j'entends à la télévision, des gens ont observé, alors pas la télévision, non, à la radio. France Inter, ont observé des objets, ils décrivent exactement ce que j'ai vu. Ah, je dis, j'aurais dû faire quelque chose, le dire. Maintenant, je dis, maintenant, ça sert plus à... J'ai essayé quand même d'appeler France Inter, mais bon, c'était... Mais il y avait une vague d'ovnis, donc en juillet 67, sur Paris. Enfin, au moins un ovni qui a été observé par... donc, ça fait tilt. Là, j'ai commencé à lire des livres sur le domaine, le sujet. Ah oui, ça, là, j'ai été branché. Voilà. Et donc, quelques jours après ça, je fais encore un rêve. Moi, je vais parler que de rêve parce que je vois un immense cheval blanc qu'on emmène à l'abattoir. Ce cheval est tiré par le collet comme ça, il hennit très fort et je sanglote. Je dis non, je sanglote. Et là, je dis, je ne mangerai plus de viande. Et comme, bon, pour mes parents, ils étaient déjà habitués, parce que mon frère, ça fait plusieurs années, bon, bah, ça s'est fait très facilement, et je suis devenu végétarien à partir de là. Mais dans une méthode que je recommande pas trop, très rigoriste, avec vraiment la méthode Shelton, alors, purification, mais que le corps, parce que moi, je connaissais que le corps. Donc, arrivé 2 ans plus tard, ben, j'ai été dans un centre naturopathe, et j'ai fait un jeûne de 8 jours. Et ce jeûne de 8 jours,
j'ai repris dans des conditions, le naturopathe était vraiment pas doué, il nous a rien expliqué. Attends, est-ce que tu as conscience, Alain, parce que là tu nous parles d'un institut de naturopathe, la naturopathie, on va dire, c'est démocratisé sur vraiment le tard. Là, tu as quoi? Tu as 20 ans à tout casser à peine? 21. 21 ans, et tu as trouvé un institut de naturopathie, et c'est pas tant le fait que tu l'aies trouvé, c'est parce que à cette époque-là, j'imagine, tu vas nous dire, qu'on a plus intérêt ou connaissance des nutritionnistes qui sont sur la même longueur d'onde que les médecins, nutritionnistes, voilà, alimentation, ok, ça c'est voilà. Naturopathie. Naturopathie, déjà, on parle d'autre chose. Hein. Ah ouais, peut-être. Remarque, je vais peut-être pas. T'as pas réalisé, t'es tombé comme ça, pouf. Non, parce que mon frère connaissait ce centre. C'était cette méthode Shelton. C'était quelqu'un qui était dans la méthode Shelton. Mais enfin, il paraît qu'il allait la nuit manger du poulet. Je vois, il devait être un peu déséquilibré. 8 jours de jeûne, on me dit rien. Moi, je prends. Il voulait que je continue en plus. Il m'a dit, oh non, 8 jours, faut durer. Ah non, j'ai dit, là, je sentais surtout ces morphologies. Alors, je dis bien, je recommande pas du tout les 24 heures, bon, 48 heures, et puis encore en buvant de l'eau. Mais je suis loin, vous allez voir pourquoi après, de recommander ce genre de choses. Hein. Ça dépend des personnes, il faut tout adapter. Et donc, cette reprise, c'est 2 poires le soir. L'acidité, tout ce qu'on va imaginer. Hein. Maintenant, je ne me suis pas rendu compte, j'ai mangé ces 2 poires avec grand plaisir. Et la nuit, je me suis retrouvé en dehors de mon corps. Voilà. Expulsé. Sorti du corps. Ouais. Ah oui, c'est comme quoi le jeûne peut avoir ce genre d'effet, effectivement. Mais je vous assure que j'ai balisé. Hein. J'ai balisé parce que j'ai même pas cru que j'étais mort, je savais rien. Enfin, j'étais dans le brouillard complet, quoi. Et paf, bon, hop. Alors, c'est-à-dire, attends, ça c'est la première expérience. Attends, le contexte, t'es chez tes parents? Là, non, on est mariés depuis, j'aurais dû dire. Il y a eu notre mariage. Non, mais c'est pas grave, c'est pour ça que je pose la question. J'étais pas majeur parce qu'à l'époque, c'était pas 18 ans, c'était 21 ans. Donc j'ai été émancipé. On s'est mariés en juillet 68. D'ailleurs, on se demandait si on pourrait à cause de tous les événements. Ce qui se passait, ouais. Enfin, on a pu se marier. Mais on était déjà chez nous. On avait un petit appartement dans le 11e arrondissement. Nos parents nous avaient payé ça, et puis mon père avait monté les meubles. Super. On était quand Merci même papa et maman. Des 2 côtés, on était gâtés. Alors justement, donc vous emménagez. Donc ça fait peu de temps que vous êtes ensemble. Le rêve par rapport au cheval qui va débuter sur le jeûne, ça c'était avant. Hein, ça c'était avant. Ouais. Ok. Donc en fait. Là, je te fais. Non, mais c'est moi qui cherche à. non, mais j'en dis tellement. Donc, alors tu vas me dire, c'est pas important, et c'est pas important, mais ce que j'essaie de saisir, c'est justement la corrélation qu'il y a entre ton évolution matérielle, professionnelle, études, femmes, enfants, etc. Tu vois, et puis d'une manière, comment les choses s'emboîtent d'un point de vue spirituel. Parce que ce que je note, tu vois, c'est que ton éveil à la maturité d'homme se fait aussi conjointement à une certaine forme de maturité ou d'ouverture, j'allais dire spirituelle. Et on voit que, quelque part, l'alimentation, c'est le pont entre les deux, entre matière et spirituel. Mais j'en suis pas. Oui, j'entends bien. Sauf que de faire une sortie de corps, là, pour le coup, quand je parle de spirituel, moi, j'inclus ça. Pour moi, toute la vie est spirituelle, mais c'est trop personnel. Hein. Ce que je veux dire par là, c'est que on sort du cadre de référence matérialiste. Tout à fait, du cadre. Exactement. Philippe Guimand, le cadre. Donc, j'imagine que t'étais au lit avec ta femme. Alors. Parce que tu dis après les poires, donc. Non, dans cette expérience-là, je suis encore dans le centre de. Ah, t'es au centre. Ah oui, je suis dans le centre puisque c'était la reprise. Donc je suis encore au centre. Et là, le lendemain, tout ça cogite. Hein, c'est pas facile. Donc tu avais genre une cellule ou une petite chambre ou quelque chose parce que. Non, si on n'était pas plusieurs, puisqu'il y avait un jeune homme qui avait un cancer qui jeûnait pendant 40 jours. D'ailleurs, c'était assez difficile. Enfin, mais là-bas, après, j'étais dans un autre monde, quoi. Parce que j'avais des leçons, je recevais des leçons même d'un crapaud. Je vois un crapaud dans l'eau. Attends, quand tu dis, excuse-moi, là-bas, il y a un parc. Il y a un parc. Parce que ce que je comprends pas quand tu parles de ce centre, c'est à la campagne, oui. À la campagne où ça? Je me rappelle plus où c'était, pas loin de Paris. Hein.
D'accord. Ouais. Donc moi, quand tu m'as dit ça, en fait, ce que je me suis dit, Ouais. parce qu'il me manquait des éléments, c'est il rentre chez lui le soir, il Ah y non, va, non, 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 il non, est guidé pour apprendre le jeûne ou, tu vois, histoire d'apprendre, puisqu'on Ah parle non, de non, non, non. naturopathie, apprendre à se passer de l'élément de la viande ou notamment du poisson et de faire sans, peut-être d'apprendre à cuisiner différemment, de composer son assiette. Ah Tu ouais, vois, non, 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 c'est possible. j'avais pas Non, non, conscience ça, c'était que des jeûnes à longs. travers là tu nous parles de jeûne. Jeûne de la méthode Shelton, des jeûnes longs, oui. Donc ouais, là c'est plus un centre qui était vraiment enfin j'allais dire Ouais, dans cette pratique Shelton ouais, qui ouais. était assez dur. Enfin moi je Ah ouais, n'encourage pas je la ça de recommande pas. la Hein. naturopathie, mais pour le coup tu étais hébergé, tu dormais sur Ah oui, place. oui, oui, on était plusieurs. Je vous dis, il y a ce jeune homme qui avait, il me disait, un cancer. Conseillé par ton frère, et c'est suite à ce rêve Enfin, avec le cheval. il m'a pas conseillé d'aller. C'est moi qui ai eu besoin, vraiment, j'avais besoin de me purifier. On va comprendre plus tard pourquoi. Pour l'instant, avançons petit à petit. Mais là, si vous voulez, l'expérience m'a projeté quand même. Là, déjà, en revenant de cette expérience, même si je ne parlais pas de spiritualité, je vois ce crapaud dans l'eau. Il avait du mal, je ne sais pas, je l'aide. Et j'ai cette image, tu vois, un jour, tu seras comme ça, comme ce crapaud dans l'eau, et on t'aidera. Ça c'était un rêve que tu avais fait? Non, non, là, c'est vraiment dans ce centre. Mais en revenant de ce truc-là, j'étais en déphasage, quoi. Donc, j'avais des leçons, je recevais des leçons de tout le monde là-bas, et je suis rentré chez moi, ma mère me Oui, croyait. mais excuse-moi, Je parle trop vite. Non, oui, il y a Ouais. certains éléments. Il faut que je me fasse comprendre. Et oui. Et que je baisse un peu le rythme. Mais c'est aussi pour ça que je te pose des questions. Hein. C'est pour que bien. ça soit intelligible pour moi et pour les auditeurs. Surtout pour les pauvres, là, je crois que j'en ai trop. Donc, oui, parce qu'un coup, tu as une vision avec le cheval, ça c'est un rêve. Ouais. Autant là, tu nous parles du crapaud. Et moi, je me dis, c'est aussi un rêve. C'est genre un peu un peu, oui. Enfin, oui. en vrai, je vois ce crapaud, je reçois une leçon. Ouais, au sein mais dans le centre. Oui. Donc il y avait un parc, tu te promènes, tu non, vois un crapaud, tu le prends dans la main. Je sais pas, il donnait l'impression de... Bon, enfin, oui, l'impression, je le rattrape, mais c'est surtout l'image que j'ai, que tu seras ce crapaud. Et ce qui a été le cas après, quoi. Voilà, donc je te laisse repartir, mais okay. Non, mais je pas de souci. m'excuse parce que quand je commence, voilà, bon. Donc je reviens chez moi. Bon, je reprends mes études, j'étais en études. Hein. Bon, il faut expliquer que malgré que j'avais eu du mal en maths spé, après la mort de ma grand-mère, il y a eu un déclic incroyable. J'ai passé un concours, j'ai été reçu 19e, et donc je suis rentré pour être rémunéré aux IPES, parce qu'à l'époque, on était élève-professeur, donc c'est pour ça que j'ai pu me marier. Ma femme était comptable, et moi, donc, je faisais mes études, mais par les IPES, je recevais 900 francs par mois. On y arrivait, voilà. Donc, là, je reviens à 21 ans et demi, je reviens chez moi, ma mère catastrophée. Pour elle, j'étais mourant, quoi, parce que j'avais fait ce jeûne, c'était terrible, terrible. Ma femme aussi, d'ailleurs, hein, elle n'était pas ravie que j'ai fait ça, bon. Excuse-moi, j'ai quelque chose qui m'épate dans ce que tu me racontes. Enfin, ce que tu nous racontes, c'est suite à ce rêve de cheval, là où tu décides, quasi du jour... Alors ok, il y a ton frère, enfin, quand même, du jour au lendemain, à arrêter totalement la viande, alors que de prime abord... Enfin, tu mangeais tout. Faut que je remonte. Non, mais je trouve ça hallucinant que ça t'ait marqué à ce point-là pour que tu fasses la bascule, que tu ailles dans un centre. Je veux dire, bon, ok, à l'époque, il n'y avait pas Internet, etc. Mais on aurait pu dire, bon, tiens, je prends des livres, je m'instruis, etc. Toi, tu vas directement dans un centre. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un côté. D'ailleurs, ça s'entend dans ton phrasé, la manière dont tu t'exprimes. Un côté. C'est comme si, quand je te donne quand j'entrouvre une porte et que tu as le sentiment que c'est pour toi, mais alors tu fonces, tu te jettes, tu fais le plongeon, tu t'en fous du reste. C'est vraiment, il y a un côté jusqu'au boutiste, non? Tu savais, oui. Je découvre, parce que je te connais pas. Mais c'est l'image que tu me renvoies de quelqu'un de... J'expérimente et j'y vais à fond, quoi. Je ne fais pas les choses à moitié. Et d'ailleurs, le côté un peu chimie, etc., de 13 ans, là, on voit... Ça va plus loin que ça. Hein.
Alors, juste pour revenir en même temps, Ouais. parce que je fais pas un peu de mes réflexions. Bah oui. Cette sortie de corps, donc tu vois ton corps dans le lit? Je me suis battu pour rentrer dedans, quoi. C'est comme s'il était occupé. C'est comme s'il était occupé par je sais pas quoi. Donc, mais tu voyais tout autour de toi? Est-ce qu'il y avait Oui, des j'étais formes? dans la pièce. J'ai pas trop. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de récupérer mon corps. D'accord, t'as pas noté des différences au niveau de la luminosité Attends, ou tout ça, autre? ça va venir, Ok. ça va venir, ça va venir. Là, Ok. non, ça a été l'angoisse, l'anxiété. Ok, Je retourne sais encore. pas, c'était pas le truc MI positif. Ouais, ouais. Hein. Non. Alors ensuite, eh ben, ça a recommencé chez moi. Bon, je me suis réalimenté, mais j'étais quand même à la limite de l'anorexie. Enfin, c'était pas facile. Hein. Ça s'est pas bien passé. C'est pour ça que je recommande pas trop ce genre de choses. Mais Fais part de ce mon que je voudrais là, c'est questionnement. donner ce témoignage le plus important Vas-y. pour moi, puisque c'était une des 3 preuves 2002-2017 qui m'ont amené à témoigner. J'ai, ça se collait, nos dos se collaient. Là, je n'ai jamais dit ça. Avec qui? Avec ma femme, Ouais. dans le lit. D'accord. Je sentais une énergie qui passait de sa colonne vertébrale vers la mienne, Ouais. et paf, il y avait un état vibratoire. Vibrait, des bruits, toujours. Et hop, j'étais dans la pièce. Je percevais Quand tu étais dans la pièce, tu sortais de ton corps. Ah oui, je percevais ma femme, je percevais mon corps, mais c'était étrange, hein. Je me disais, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais? Alors j'ai touché la moquette, et la moquette était d'abord la couleur, elle était beaucoup plus or. On avait une moquette or, mais un peu passée au bout de 2 ans. Mais là, elle était or, tu me demandais la luminosité, c'était vraiment un or vif. Et puis alors, j'avais une petite blessure au tibia, il y avait une petite croûte. J'ai eu l'idée, tiens, je vais regarder si j'ai la croûte sur mon tibia. Évidemment, je l'avais reproduit sur mon autre corps, quoi. Et voilà, mais qu'est-ce que je fais là? Et alors, une nuit, toujours, j'ai plusieurs expériences comme ça, mais toujours en restant dans la pièce et puis en trouvant ça vraiment. Mais là, il n'y avait plus d'angoisse, hein, j'étais neutre. Et là, je me retrouve, alors ça va faire drôle, je sais bien que ça paraît. D'abord, ça commence par, je nettoie un appareil de jus de fruits dans un rêve. Ça commence par un rêve, comme ça. Donc, purification quand je nettoie. Et ensuite, je prends conscience dans la pièce, mais cette fois-ci, je ne suis pas debout dans la pièce, je suis au niveau du plafond. Dans le noir, hein, c'est sombre. Donc tu passes d'un rêve à une conscience de toi. Ah oui, oui, je sais que là, Donc tu sors du rêve, mais en étant... Oui, rêve lucide, et après, je pense sortir hors du corps. Oui, bah oui, Mais d'accord. la différence, beaucoup de gens essayent de faire cette différence, elle n'est pas si énorme que ça. J'ai fait un petit article là-dessus, d'ailleurs, que les téléspectateurs pourront voir. Et donc, je me retrouve au niveau du plafond, et il y a des personnes autour qui me prennent de main en main. Des hommes d'âge mûr, voilà comment je ressens. Ils me secouent. Je passe de main en main, tout d'un coup j'entends un « ah » de satisfaction. Je traverse le plafond, je me retrouve dans quelque chose que je connaissais. Je connaissais sans avoir jamais vécu ça dans ma vie. Hein. Et pendant qu'ils te ils m'ont secoué et hop, et ils toi, m'ont tu envoyé. dis rien? Bon, je suis là, ça fait tu te drôle. laisses faire. Quoi. Ouais, parce que je sens beaucoup de gentillesse. Ah d'accord, ok. Voilà, ça me fait pas peur du tout. Ok. Et hop, je me retrouve dans une luminosité blanchâtre, comme de la ouate autour de moi, et comme si pour moi, c'était l'image d'un moulin. Enfin, je sais pas, j'étais comme c'était un puits ascendant. Je suis là, ça a peut-être duré, d'une part, ça a duré 10 secondes, d'autre part, c'était comme si il n'y avait plus de temps. J'étais là comme ça, dans une autre conscience complètement différente, parce que là, je connaissais cet endroit-là, je savais, j'étais confiant, et c'était chaud, ouaté, chaleureux, enfin j'étais bien. Et j'arrive sur la place de Notre-Dame de Paris. Mais avec des petites baraques de fêtes foraines sur le côté gauche, je vois la cathédrale, des petites baraques, mais je n'ai pas trop le temps d'observer parce que j'avance un petit peu et je vois mon épouse, dans son corps spirituel, et ma belle-mère qui m'accueille, très, très heureuse de me voir, et ma belle-mère qui me dit, je vais vous faire, parce qu'elle m'a toujours, vous voyez, elle est encore en vie, hein, 95 ans, elle me dit, je vais vous faire un veau aux carottes.
imaginez, dans le purisme du végétarisme que j'étais à l'époque, le test, je sais que là, la moindre pensée de jugement, je retombe dans mon corps. Donc tu sais ça intuitivement. Je sais que là, c'est la neutralité. Je dis pas oui, je dis pas non. Et je lève les yeux au ciel. Il y a la Seine. Et dans ce ciel d'un bleu inouï, je vois comme en formation, comme des avions en formation, et ce sont comme des étoiles. Je vois une douzaine d'étoiles comme ça qui avancent, mais par à coups comme ça, comme s'ils nageaient un peu dans... Oui, je vois le genre. Et je dis, mais qu'est-ce que c'est? Et ma belle-mère, elle continue d'ailleurs d'être un peu moqueuse avec moi, qui se moque un peu de moi. Ah, vous savez pas ce que c'est? Et là, tout d'un coup, je comprends que ce sont des êtres d'un plan supérieur qui déversent un amour inouï sur nous. Je n'avais jamais vu. Quand je dis... Et tu es sur le parvis de Notre-Dame, là, toujours. Là, j'ai avancé. Bon, c'est plus petit. C'est une représentation. Je dis pas que je suis... Notre-Dame. Okay. C'est une représentation dans ce qu'on appelle le monde astral supérieur. Oui, ok. Et là, je vois ces étoiles qui avancent et qui déversent sur nous cet amour, mais je n'ai jamais connu ça. Tu sais combien elles sont, ces étoiles? J'estime une douzaine d'étoiles. Enfin, pour moi, je comprends que ce sont des êtres et que nous sommes sur un certain plan, mais que les êtres de l'autre plan nous envoient leur lumière. Je comprends ça. Et après, je suis dans Notre-Dame et je rentre dans Notre-Dame par le côté gauche. J'avance, j'entends d'ailleurs comme un sermon, quelque chose, mais je ne réalise pas. Et là, je sais que... Alors quand je me réveille, là, quand je rentre dans mon corps, je me lève et je ne sais plus la date parce que je n'avais pas commencé à noter. Après, j'ai noté pendant 20 ans toutes mes expériences qui m'a permis de faire pas mal de petits rapports là-dessus. Mais là, à l'époque, je n'avais pas noté, mais il y avait un ciel bleu, je me suis levé, des larmes ont coulé, et cette pensée, si tu vis ta vie le mieux possible, tu retrouveras cet endroit. Et toute ma vie, j'ai cherché cet endroit, cette expérience. J'ai vécu beaucoup de sorties hors du corps, des centaines, mais jamais, souvent en essayant de retrouver cet endroit. Mais là, parce que là, j'avais vraiment été aidé pour. Et là, le monde a basculé, quoi. Je savais à ce moment-là, je savais que ce monde n'était plus ce monde matériel et que la lumière divine était présente, quoi. Voilà. Et oui, c'est touchant, bien ce que tu dis là. Je suis toujours, c'est tellement fort pour moi, cette confiance que j'ai. Ça m'a beaucoup aidé dans mes rapports avec ma belle-mère qui ont été souvent conflictuels. Et j'essaye, des fois, bon, j'y arrive pas, enfin, j'essaye de rester dans cet amour inconditionnel parce que je sais que c'est la source de tout. La première preuve, je reviens tout petit peu sur l'expérience de Notre-Dame, c'est que je n'ai pas dit que quand je suis arrivé sur la place de Notre-Dame avec ces petites baraques, en fait, je savais que c'était Notre-Dame au Moyen-Âge. Comme ça, je savais. Alors, je ne dis pas que j'étais parti dans le passé, là, non, pas du tout, mais c'était un peu cette image que j'ai eue là. 2017, je vois une image de synthèse faite. Alors, il m'a autorisé à la publier, ce que vous allez voir à l'écran, mais en prononçant, vous verrez, c'est écrit Grèce Productions. Il a fait tout un film sur le Paris au Moyen-Âge. Extraordinaire, un travail énorme. Donc, il m'a dit, oui, vous pouvez, il m'a même donné d'autres images, mais il me dit, vous signalez mon nom. Donc, c'est ce que je fais à chaque fois que je témoigne. Et j'ai vu ces baraques de fêtes foraines. Et c'est impressionnant. Hein. Bon, vous le voyez à l'écran, de toute façon, là, je ne vais pas... Oui, ça sert à rien. Voilà. Donc, je voulais dire, ça, c'était ma deuxième preuve. Bon, j'en ai une troisième, je ne sais pas si on aura le temps de... Enfin, c'est déjà pas mal comme ça, quoi. Très fort pour moi. Tu nous as fait mention, dans la première partie, que tu avais fait une EMI négative, expérience de mort imminente négative. Alors, justement, ça, c'est une belle opportunité d'aborder ce sujet-là, en dehors des autres expériences que tu as eues, parce que alors, on peut avoir comme référence, pour ceux et celles qui ne l'ont pas vu, puisqu'on va aborder les EMI, l'expérience de Chico Ravière,
qui nous a écrit en transmission médiumnique Nos Solars, Notre Demeure, où il y a ce médecin. J'ai l'intention d'en parler un petit peu, j'espère. Alors voilà, je te laisse développer un petit peu dans quel contexte. C'est revenir, il faudra que les gens regardent quand même la première partie parce que je vais pas pouvoir tout reprendre. J'ai parlé d'une séparation, bon les causes, je veux pas y revenir dans cette vidéo, mais d'une séparation, Dieu merci, momentanée avec mon épouse et pour des raisons très compréhensibles. Pour moi, ça a été, quand elle m'a annoncé qu'elle me quittait, tremblement de terre. Un déchirement. Je vois un peu comme quand ça fait une brûlure qui fait une cloque. Tout d'un coup, je me suis retrouvé dans une espèce de cloque. Et là, je perdais 1 kilo par jour. Pourtant, je mangeais. Ce que j'ai compris après, c'est que je ne buvais pas assez. Quand on a ce type de phénomène, j'ai compris parce que je connaissais ces choses-là, mais entre connaître intellectuellement et le vivre, il y a une différence. La carte n'est pas le territoire. Le feu commençait par le bas de la colonne vertébrale. Ça m'était, je sais pas, peut-être, il fallait que je me tienne très très droit, je le sentais, et je pouvais rien faire d'autre. Je l'ai laissé monter. Bon, la première fois, j'ai regardé ça sans trop savoir, mais quand ça atteint le cerveau, je dis le cerveau ne secrète pas la pensée, mais quand cette énergie atteint là, ça secoue. Hein. Je ne pouvais plus penser par moi-même. Bon, on va dire que c'est pathologique, évidemment. Bon, forcément, j'avais ce choc émotionnel qui a provoqué une montée de Kundalini à un moment où j'étais pas du tout prêt à le vivre. Je savais même pas ce qu'il fallait faire parce que Joël Vérin, quand j'ai raconté, a dit fallait faire sortir du cerveau. Moi, je savais pas comment faire. Quand ça atteignait le cerveau, je croyais que j'allais avoir un AVC. Je sentais des tac-tac dans le cerveau, et puis je commençais à écrire des choses. Après, je disais, mais qu'est-ce que c'est? Je détruisais. Bon, il y a une personne de ma famille qui m'a beaucoup aidé en disant il faut boire beaucoup. J'avais pas compris, je perdais 1 kilo par jour. J'avais vécu cette montée de Kundalini. Alors là, j'ai un ami, Rosy Christian, qui m'avait dit tu vas droit dans le mur là. Il faut boire un verre de vin. Vous imaginez, j'avais jamais bu de. Peut-être quand j'étais petit, ma mère me mettait un peu de vin dans. C'était l'époque où on mettait un peu de vin rouge. Bon. Et là, j'ai dit, faut que j'arrête ce phénomène. Quoi. J'ai pris un verre de. Faut imaginer ce que c'était pour moi pour faire arrêter les vibrations, quoi. Mais alors, est-ce que c'est ça qui a provoqué? En tous les cas, alors là, j'ai sorti très consciemment de mon corps, mais comme une bombe, mais pas vraiment avec un corps, quoi. Et je suis arrivé dans une zone. T'étais chez toi? Oui, j'étais en bas, ma femme était encore là, elle dormait en haut, mais j'étais en bas, et j'ai vraiment été, comment dire, moi j'ai cru que je rencontrais vraiment le négatif, quoi. Je pense qu'il y a des forces négatives, mais pour moi, il n'y a pas la lutte, je suis pas gnostique au sens le bien, le mal seraient deux forces qui luttent, le Dieu du bien, le Dieu du mal, non. C'est comme la température. La température vers les températures négatives, elle descend qu'à moins 273 degrés, pas plus, virgule quelque chose. Mais vers le positif, dans les étoiles, ça monte à des millions de degrés, et le Big Bang, c'est des milliards de degrés. Donc, pour moi, le bien, c'est ça. La lumière, c'est ça. Mais quand tu te mets la main dans de l'azote liquide, ça te brûle autant que dans le feu. Donc, pour nous, dans notre situation actuelle, on a l'impression qu'il y a deux forces. D'ailleurs, je le ressentais des fois, parce que quand je sortais hors de mon corps, j'étais comme une aiguille entre deux aimants. Et suivant la qualité de mes pensées, soit je montais, soit je descendais. Alors, je reviens quand même à cette expérience que j'appelle EMI négative, parce que je suis arrivé vraiment avec le mépris. C'est-à-dire, celui-là, qu'est-ce qu'il fait là? Comme ça, j'ai entendu, mais quelqu'un, pas dans l'amour, là, cette fois-ci, j'étais pas dans l'amour. En parlant de toi, c'est ça? Oui, j'arrive sur un lieu qui était le lieu des décédés, ça, visiblement, quoi. Mais il y avait quoi autour de toi quand tu dis un lieu, c'est-à-dire? C'était sombre, c'était. Il y a eu que cette l'air de dire que j'étais pas à ma place, mais avec. J'ai senti que j'étais pas du tout dans la lumière. Sombre, excuse-moi, oui, j'entends, hein, mais quand tu dis sombre, c'est-à-dire, est-ce que c'était un endroit où il y avait de la nature, de la végétation, non. où c'était sombre, c'était une zone très aride, un peu comme on voit dans nos solars, la première zone. D'accord. J'étais dans voilà, mais j'ai pas vu d'entité, j'ai eu que cette voix et paf, je suis revenu dans mon corps. Et bon, j'en ai jamais parlé. Maintenant, j'ai compris que c'était pas
j'ai vu des témoins de MI négatifs qui reconnaissent qu'après, c'est pas vraiment négatif. Et donc, ça n'a pas été négatif, mais je voulais même pas y penser jusqu'à ce que je commence à témoigner, d'ailleurs, en 2017. J'aimerais bien revenir. J'en ai toute une liste là que j'ai notée, mais bon, ça sera peut-être pour ou ceux qui sont intéressés peuvent trouver tous mes témoignages sur mon blog Facebook. Je voulais revenir sur ce que j'appelle la boucle de rétrocausalité entre 1996 et 2003. Alors c'est encore un sujet délicat puisqu'il s'agit du suicide de mon père. Alors tous les phénomènes paranormaux que j'ai eus, que je t'ai un petit peu raconté avant, après, je vais pas le faire. Je vais juste faire cette boucle de rétrocausalité. On est en 2017. Je vais le montrer à l'écran. Je ne sais pas si c'est par là comme ça. On est en 2017. C'est un dossier dans lequel je mettais des documents importants pour moi. Je l'ouvre en 2017. Dans cette poche, vous voyez, là, je vais montrer, cette poche intérieure, un petit papier comme ça, plié en 8. On est en 2017, hein. Je vois marqué rêve d'août 96. J'ouvre. Alors ça, on le montrera peut-être à l'écran mieux, parce que là, vous n'allez pas le voir. Non, mais en tout cas, tu peux décrire parce qu'il le voit là. Oui. Voilà, vous le voyez maintenant à l'écran parce qu'on ne peut pas le voir sous cette forme-là. Donc, il se trouve que ce n'est pas une sortie hors du corps, c'est ce qu'on appelle l'hypnagogique ou l'hypnopompique. Maintenant, j'ai vu qu'il y a parfois deux termes. C'est-à-dire, je vois au matin, je suis réveillé, mais les yeux fermés, dans un état intermédiaire entre le sommeil et l'éveil, et je vois comme pas un plan, mais en relief, je ne sais pas, c'est peut-être un peu de relief, mais nettement, je dessine. Donc vous le voyez à l'écran, c'est vraiment maladroit parce que même si je suis prof de maths, je suis pas un très bon dessinateur, surtout le matin, comme ça, je me suis réveillé assez tôt. Rue de la Râpée. Bon, c'est quai de la Râpée normalement. Je mets le métro. Il y a bien la ligne 5 du métro que vous voyez, et on va mettre en parallèle d'ailleurs avec la réalité. On est à la morgue. Je dessine le plan et je l'appelle centre d'intégration, avec 10 marches que je dessine. Centre d'intégration sur la Terre. Alors quand je vois ça en 2017, c'est net. Je suis allé, c'est là qu'on a scellé à 11h11. 11h11, mon frère a dit, il est 11h11, on a scellé le cercueil de mon père qui avait été emmené, donc après son acte de suicide, le corps avait été emmené à l'Institut médico-légal de Paris, dans le 12e. Et donc c'est là qu'on récupère mon père. Mais ça, c'est en 2003. J'ai parlé de ça au physicien Philippe Guillemant, je lui ai parlé du témoignage, et il m'a confirmé que là, c'était quand même vraiment une boucle de rétrocausalité. Pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez aller voir ce qu'il a pu dire sur le temps, qui n'est pas une ligne droite comme ça, c'est plus complexe. Hein. Et donc, il s'est trouvé que... Alors ça, j'étais rentré de vacances, je me rappelle très très bien qu'on était rentré de Vendée. Pour pas avoir les embouteillages, on est arrivé le jeudi. J'ai dû rêver de ça le vendredi ou le samedi ou le dimanche, je ne sais pas. Le mardi, j'ai rendez-vous avec mon père, il doit venir pour qu'on aille à Conforama. Conforama de Bondy. Et lui, il était dans Paris, dans le 20e, donc une dizaine de kilomètres. Bon, il m'avait dit qu'il viendrait dans le début d'après-midi, mais je ne m'inquiète pas trop. Et puis vers 16h, je reçois un coup de fil de ma mère qui me dit « Ton père est à l'hôpital ». Donc il avait, ça y est, je n'ai pas échappé là, pour problème des poumons, oh ça y est, il ne faut pas faire ça. Non, l'embolie pulmonaire, pulmonaire, oui c'est ça. Et donc, tout de suite je suis allé le voir, il avait tous ses tuyaux, tout ça. Les médecins m'ont dit, est-ce qu'il fume? Je dis, non, il ne fume plus depuis très longtemps. On va peut-être pouvoir le sauver, mais c'était limite. Donc vous comprenez que ce petit papier posé là-dedans, j'ai plus repensé à cette chose-là jusqu'en 2017. C'est là que ça m'est revenu. Parce que l'hôpital, c'est l'hôpital où a été emmené ton père, c'est l'hôpital quoi? Tenon.
Tenon? Oui, il est emmené à l'hôpital Tenon en 96. Donc, 3 pontages. Grâce au fait qu'il est à l'hôpital, on fait un scan de tout, on voit qu'il a un cancer de l'intestin. Jamais une plainte sur le... Jamais on lui a ouvert, donc, comme toujours pour faire les pontages, le cancer de l'intestin, tout 6 ans de courage, c'était un homme très pudique d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai hésité à parler mais je le fais comme un hommage pour lui, mais j'ai hésité à parler de ça parce qu'il il aimait pas, d'abord il aimait pas tout ce qui était d'ailleurs parapsychologique, il aimait tout ça, mais pendant quand même qu'il a été endormi un jour, il me dit c'est quand même curieux parce que mes jambes étaient allongées, puis j'ai senti que mes jambes elles se levaient. Alors je lui dis c'est tes jambes éthériques papa. Il m'a regardé comme ça, il me dit moi toutes ces choses j'aime pas. Mais voilà, il a eu après, donc arrivé à 81 ans, il a fallu faire les piqûres d'insuline parce qu'il avait du diabète. Ça, c'est la petite goutte d'eau qui a fait déborder le vase, quoi. C'était un homme radical, il a su tout ce qui... Bon, je ne veux pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais voilà. Pourquoi est-ce que tu parles de suicide? Hein? Pourquoi tu parles de suicide concernant ton père? Oui, donc, arrivé... parce qu'en 2003, je sais que ça doit être dur à suivre, je m'excuse pour toi et pour tous ceux qui regardent la vidéo, ça sort comme ça. Parce que là, tu me dis qu'il a en 96, cancer. donc il fait tout voilà, il se soigne, mais là, quand en 2003, février 2003, il prend sa décision de suicider. Mais pourquoi? L'insuline. C'est un petit goutte d'eau, il n'en pouvait plus. Tu penses que c'est paraît ça que oui, enfin, ça fait des il n'a effets pas écrit de secondaires? lettre, il n'a rien dit. Il m'a juste dit le dimanche avant, il m'a dit occupe-toi bien de ta mère. Bon, alors j'ai compris qu'il pensait à sa mère, mais je lui dis mais papa, tu peux pas savoir quand. Il me fait ouais, mais ça, hélas, oui, ça j'ai compris. Bon, je peux bien pas planifié. Ah, mais oui, mais je peux pas raconter. Oui, la veille, vous pourrez lire, mais j'ai vu des phénomènes la veille, mais je veux pas trop. Je t'en ai parlé un petit peu. Donc, mais par rapport au dessin que tu avais fait, donc le dessin que j'ai fait en 96, en 2003, on est allé chercher son corps. C'est là où je t'ai dit qu'à 11h11, on a à cet endroit-là. C'était l'hôpital Tenon? Non, l'hôpital Tenon, c'était en 96. Excuse-moi. En 2003, comme il s'est suicidé chez lui, que c'est ma mère qui l'a récupéré d'ailleurs. Bon, je ne veux pas trop rentrer dans les détails parce que c'est dur. Pas de problème. On a emmené son corps depuis le 20e. Il y avait toute la police, tout ça, quoi. Ils sont venus, ils ont pris le corps, ils l'ont emmené pour voir les causes les causes de la mort, parce que ça peut être suspect. Donc il était à la morgue. Donc il est resté, son corps, 6 jours, autopsié sans doute, enfin bon, à cet endroit-là. Cet endroit, c'est... Cet endroit que j'avais dessiné en 96. Oui, mais c'est quoi le nom de l'endroit? L'Institut médico-légal de Paris, qu'on appelle la morgue. Merci. Voilà, c'est ça. Merci. Et comment tu sais que c'est le même endroit? Parce que tu disais, là, c'est rue de la Râpée. Non, oui, il y a mais bien sûr que c'est pas le plan exact, mais le plan exact que tu montres en ce moment, enfin que vous voyez en ce moment, mais je te le montre parce que, voilà, tu peux le mettre en parallèle avec celui-là, tu verras, voilà... Ouais. Hein? Mais je vois pas tu regarderas trop, bien, ouais. mais c'est... Donc, voilà. Qu'est-ce que tu en conclus, toi? Puisque Alors, tu parles de rétrocausalité, je conclus. Bon, mon père allait presque mourir en 96. Bon, il ne meurt pas en 96. Moi, je reçois 3 jours avant ce truc-là, je reçois ce plan avec centre d'intégration. C'est ça qu'on me dit, que j'écris. Ce qui veut dire que ce qui est la mort ici sur la Terre, de l'autre côté, regarde nos solars. Oui, c'est ça. Hein. Voilà, parce que les êtres, quand ils meurent, ils montent pas tout de suite. Les EMI donnent une impression un petit peu fausse de la réalité, en fait, et il y a des gens qui doivent se sentir un peu floués. Comme moi, quand ma femme a eu l'accouchement, j'avais vu l'accouchement sans douleur, mais c'était beaucoup plus dur. C'est un peu ça. Bon, je veux pas dire que ça dépend de beaucoup de facteurs, mais c'est quand même pas aussi facile. Il y a des êtres qui restent coincés. C'est pour ça qu'il y a des passeurs d'hommes pour les faire monter. Ce centre-là, je pense qu'au niveau astral, enfin au niveau du monde de l'au-delà,
il existe aussi, mais en symbiose, tout est interpénétré. Il n'y a pas le au-delà qui est au-delà, tout est là. Et donc, si on me l'a appelé centre d'intégration, c'est ce message de dire l'intégration, c'est pour que les êtres intègrent la lumière. Voilà comment je vois les choses. Mais de trouver ça en 2017, moi, j'ai trouvé ça vraiment incroyable. Par rapport déjà à la rétrocausalité. Oui. Donc, toi qui es donc mathématicien, doctorat, tu as eu l'occasion d'approfondir toutes ces choses-là, tu t'es intéressé aux travaux de Jean-Pierre Petit, donc Philippe Guillemant. Quand on parle de la rétrocausalité, est-ce que on ne pourrait pas dire, à brûle pour point comme ça, quand je t'écoute, dire finalement, tu as perçu l'avenir. Oui, prémonition, oui. Prémonition. Oui, mais un avenir... Voilà, je te laisse finir. Non, en quoi la rétrocausalité? Voilà, tu as juste vu l'avenir, point. Oui, c'est un mot, c'est vrai, comme par exemple avec Jean-Jacques Charbonnier qui dit la conscience intuitive extraneuronale, parce que le mot âme ou le mot esprit, c'est pas bien vu dans la science. C'est vrai, mais le modèle de Philippe Guillemant est très intéressant. Il s'élabore d'ailleurs. De plus en plus. Oui, de plus en plus. Il va très 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 loin. Et c'est une façon de présenter les choses. Mais je ne crois pas à un déterminisme absolu. Et c'est ça que j'aime bien chez Philippe Guillemant, c'est qu'il voit pas ce multivers là qu'on nous raconte, auquel je crois pas du tout. C'est une façon de dire que tout est par hasard, que si les lois de la physique sont extrêmement fines, que si on change la moindre constante universelle, il y aurait pas d'univers, ça on le sait. Oui, mais s'il y a une infinité d'autres univers, ce n'est qu'un épiphénomène. Alors voilà. Donc tu m'as dit, bien sûr, j'ai beaucoup d'expériences. Je voudrais raconter quand même celle d'Alice, si tu permets. Je sais pas combien de temps il me reste encore. On a le temps. Ouais. C'est merveilleux ici, on a le temps. Merci. Laurent, de ton invitation, c'est vraiment extraordinaire ce que je suis en train de vivre là. Alice, 1985. On se voit chez... Alice est une amie de mes parents. Merci. Devenue amie de mes beaux-parents. Il les emmenait en voiture, enfin vraiment. Et il se trouve, on est fin septembre, chez mes beaux-parents. Et Alice me dit, j'ai peur de la mort. Voilà, un petit peu comme ça. Et puis elle dit, mais je crois en Jésus, mais la petite Thérèse de Lisieux, Thérèse de l'Enfant Jésus, la petite Thérèse, pour moi, c'est très important. Voilà. On n'avait jamais parlé de ce domaine-là, mais on avait une petite friction. On avait été plusieurs mois, parce que pour une incompréhension, il y avait eu quelque chose qui s'était passé au niveau d'un achat. Et donc, il y avait eu, même mon père, et moi et ma femme, on était partis vraiment fâchés. Mais après, ça s'était remis. Vous avez beaucoup d'écart au niveau de l'âge ou... C'était des amis de mes parents, donc oui, ils avaient une vingtaine d'années 70 plus, ans. 70 ans. Non, ils avaient 40 ans de plus. Oui. Et donc, 15 jours après, Dominique nous appelle, faut que vous veniez. Donc, il appelait mes beaux-parents, mes parents. Dominique étant mari d'Alice. D'accord. Alice est morte. Donc, on va là-bas. Je devais aller au lycée, mais je crois que c'était dans l'après-midi. Donc, le matin, j'ai pu aller. Mes parents étaient là, mes beaux-parents aussi. Et il y avait le corps d'Alice dans le lit, AVC. Je m'assois, c'est la seule fois, il y a eu ma maman plus tard, mais je m'assois près du corps comme ça, je prie, et là, ma bouche, sans qu'elle se fasse physiquement, mais c'est comme si ma bouche, je sens qu'elle se tord, et je comprends pas bien, quoi. Après, je prends le bus, et là, je comprends. Je dis, mais c'est Alice qui m'a expliqué ce qu'elle avait vécu. Elle a voulu appeler son mari. Elle a quand même il y a eu une anxiété de son départ, elle n'a pas pu et elle a eu cet AVC, la bouche s'est tordue et dès que j'ai pensé ça, ça y est, c'était fini quoi. Mais je sens encore la pression qu'on peut ressentir sur le corps subtil quoi. Voilà, donc le lendemain, je suis donc la nuit, je dors et à un moment, comme une radio, j'entends « Elle est triste, Alice ». La voix d'Alice, vraiment. « Elle est triste, Alice ». Pas « je suis triste », elle est triste, Alice. Alors, c'est tout, je la vois pas. Hein, je dis « Il faut monter, il y a la petite Thérèse plus haut ». Elle me dit
Ah, je peux pas, j'attends mon mari. Voilà. Ça, c'est... Et le lendemain, sortir du corps, ben, vraiment, je sens chaud. Et je passe sur un plan dans lequel j'ai la représentation du jardin de mes beaux-parents. Je suis dans ce jardin, je vois Alice, et je ne sais pas pourquoi, j'ai besoin de lui demander pardon parce qu'on avait été un peu dur, on était restés. Je demande son pardon. Elle me dit non, c'est moi. Elle me donne son pardon. Je pénètre, elle avait les yeux bleus, mais les yeux du ciel, ça n'a rien à voir. Je pénètre dans ses yeux, comment dire, une effusion d'amour et de... C'est quelque chose d'inimaginable. Et à la fin, elle me fait comme ça, t'as vu ma montre? Elle me montre un bracelet. Petit bracelet, ciselé, argenté. Alors moi, je me dis avec humour dans ma tête, je me dis, bah, ça ne va plus lui servir à grand-chose maintenant. Et boum, je retombe dans mon corps, oui, le jugement. Secoué. Ouais. Là, j'en parle à ma femme, même si elle n'aime pas trop ces choses-là. Surtout, elle me dit, mais ça, la montre, elle me dit, mais c'est la montre que Dominique lui a offert dans les derniers temps. Je dis, ah bon, moi j'étais absolument, elle avait montré ça à ma femme, moi j'étais absolument pas au courant qu'elle avait. Et en plus, je lui ai décrit, donc ça c'est le témoignage, il est sur mon blog Facebook. J'ai trouvé une montre à peu près comme ça pour montrer l'image de la montre. Voilà. Et donc, j'ai essayé, parce qu'il était tellement triste, son mari, j'ai essayé de lui en parler. Il est venu chez nous au mois de décembre, donc elle est décédée en octobre. Pour Noël, je crois, oui. Et j'ai voulu lui parler, mais c'était un homme de ration. Il avait construit lui-même, seul, avec un bras, parce qu'il était paralysé de la guerre, il était tombé d'avion. Il avait construit un immeuble, pas une petite maison, hein, un immeuble il y avait 12 appartements dans l'immeuble. Ils ont vécu dans une toute petite cabane pendant 20 ans pour qu'il arrive à construire. C'était une tête, et puis un courage, enfin, avec un seul bras, je sais pas. Il se faisait à peine aider, il faisait tout le matériel lui-même. Enfin, un homme extraordinaire, c'est lui qui m'a passé. Il m'a donné une certaine passion des maths aussi, parce qu'il m'avait passé ses livres, parce qu'il avait étudié par lui-même les mathématiques supérieures, et il m'avait passé ses livres quand j'ai commencé à entrer en maths sup. Enfin bon. Voilà. Donc, Dominique, quand j'essaye, vous voyez, de sa rationalité, de lui parler de sa femme et qu'elle est encore vivante, tombé comme un... Voilà. Mais il a arrêté ses médicaments et donc un mois après, il est décédé en janvier 86. Et donc, j'ai compris pourquoi sa femme avait dit « j'attends mon mari », ça n'a pas duré ça n'a pas duré longtemps. Trop longtemps. Et après, je suis descendu, mais là j'étais éveillé, je descends dans l'escalier et Dominique est... Je ne suis pas clairvoyant, hein, mais je sais que Dominique est là. Et alors il exige de moi, qu'est-ce qui se passe? Explique-moi. Et j'ai le mot psychopompe qui m'est venu, mais je ne connaissais pas ce mot-là à l'époque. J'avais peut-être lu, hein, mais... Bon, non, moi je ne suis pas psychopompe, j'ai pas pu aller plus loin, quoi. Peut-être que j'ai pu l'aider, j'en sais rien, mais voilà, ça a été l'expérience. Avec une petite vérification, une petite preuve, voilà, ça a été... bon, il y en a eu beaucoup d'autres. Hein, Depuis que tu as commencé à vouloir témoigner, on pourrait peut-être dire, pourquoi est-ce que tu as souhaité témoigner? Pourquoi est-ce que, quelque part, est-ce que ça a été dur de dire, bon, allez, je ne vais pas garder tout ça pour moi? Je ne peux pas. Ah oui, je c'est ne important, peux pas. cette distinction. Simplement, bon, je sais que par rapport à ma famille, les plus proches sont très, très réservés sur ma démarche. Je ne sais pas ce que pourra donner donc cette vidéo. Je vais aller encore plus loin que je... Non, j'avais prévu de le faire de toute façon. On verra bien, mais je pense qu'on est dans une période quand même charnière. On voit au niveau écologique, on voit au niveau politique. Les gens vivent forcément avec leur vécu, je juge pas, hein, dans la colère, la rancune, mais tous ces sentiments, c'est dans le bas astral que ça se situe, et si on lutte pas contre, eh bien on s'y retrouve aussi. Il n'y a pas d'enfer éternel. Hein. J'insiste là-dessus. Une cause finie ne peut pas engendrer un effet infini. Et ce que nous vivons sur Terre, et surtout certaines personnes dans des conditions où on leur sorine à longueur de temps la haine de l'autre, eh ben ils sont dans cette haine, ils vont jusqu'au meurtre. Et puis, évidemment, dans certains enseignements religieux aussi, on le voit bien, il y a des détournements des religions qui sont
qui mettent les gens dans des pièges. Et voilà. Mais au-delà de tout ça, il y a une lumière qui nous conduit. Quand tu dis aujourd'hui la foi chevillée au corps, est-ce à dire que la joie est là? Oui, c'est cet amour. Je t'ai dit tout à l'heure, je reçois ces vibrations sous cette forme-là. Pour moi, quel que soit le niveau, c'est pas de l'orgueil, on croit que Dieu est très très loin, mais Dieu, la source, dans l'univers du Big Bang, c'était un point. Et notre univers, en fait, il y a William Buhlmann, je voulais en parler, qui a décrit sur le voyage au-delà du corps, dans son livre Voyage au-delà du corps. Il a une belle représentation, justement, de la sphère. Nous, on est à la surface. Mais il y a l'intérieur de la sphère. Et en fait, si je peux te parler un tout petit peu encore de l'intrication quantique, je vais essayer d'en dire un mot. Je pense qu'au plan spirituel, il y a, je dirais pas le mot quantique, mais il y a une intrication, c'est-à-dire que notre esprit est une étincelle de la flamme originelle. Alors bien sûr, après, si on imagine Dieu comme un bonhomme sur un nuage qui nous surveille, évidemment, c'est la puérilité qui fait que les gens sont allés vers l'athéisme. Mais c'est pas sous cette forme-là qu'on peut se représenter les choses pour approcher de la divinité. C'est en nous, c'est en symbiose complète. Moi, la joie pour moi, personnellement, on dit qu'il faut s'aimer, puis on peut aimer les autres. Je cherche, si je m'aime, je n'arrive pas, peut-être par mon vécu, je n'arrive pas. Par contre, je suis aimé. Il y a des fois, je suis submergé par cet amour qui descend et dont je me sens complètement indigne, mais que j'accepte parce que je sais qu'on avance vers la lumière, on avance vers cette lumière et je sens cet amour qui parfois, que je te disais, j'essayais de l'envoyer vers les autres, vers la guérison. Pendant des années, j'ai prié, je recevais cette lumière et je l'envoyais vers les autres, sur Terre et aussi dans le monde de l'au-delà. Mais à un moment donné, je me suis demandé si j'étais pas devenu un peu accro à demander cette lumière pour la renvoyer. Mais je me demandais ce que c'était. En 2015, après une crise assez dure, j'ai arrêté ça. Et puis, depuis que j'ai témoigné, que j'ai fait ce cheminement, ça revient, mais j'essaye de l'accepter sans vouloir la nourrir moi-même pour éprouver ce plaisir, parce que ça ne doit pas être au niveau du plaisir. Ouais. C'est une joie intérieure qui nous est donnée comme un cadeau, c'est tout. C'est pas et essayer d'un tout petit peu transmettre. J'ai cette joie que certaines personnes me disent que j'ai pu les aider. J'ai vécu une sortie hors du corps en 1976. C'était ma prochaine question, ça. Je me retrouve, j'ai même la date, tout, parce que j'ai noté pendant 20 ans, j'ai noté toutes mes expériences. 1976, en octobre, là, c'est pas sortie consciente en vibration. Je pars d'un rêve. Ça m'arrive parfois de partir d'un rêve et de prendre conscience. Je prends conscience, je suis au-dessus de la mer. Je prends vraiment mais tellement conscience que d'être dans le corps que je demande. Alors pourquoi? C'est là qu'on voit qu'il y a notre dimension humaine, personnalité, et puis il y a l'esprit qui fait que je demande d'aller en 2023. On est en 1976. Mais je dis attention, tellement je crois que je suis je sais que je suis hors du corps, mais pour moi, il est tellement concret ce corps que je dis, il ne faut pas que je me retrouve à un endroit où il y aurait un immeuble, où il y aurait quelque chose à la place de ce qu'il y a maintenant, quoi. Et je redescends très très lentement, comme c'est une île, j'ai l'impression que je suis sur une île, je vois des bâtiments très modestes, et je vois une dame arriver vers moi. Elle a 75 ans. Puis son mari arrive aussi, grand gaillard, mais alors bien ridé, presque, j'en suis pas loin maintenant. Hein. Et je vois leur maison, je rentre dans leur maison. Ah oui, alors avant, sur le côté gauche, mais je me rappelle, je vois des enfants qui jouent avec des patinettes. Et j'ai écrit ça, tout est écrit, de 76, hein. Patinette, j'ai marqué un moteur, je n'ai pas dit électrique quand même. Patinette, des enfants qui... Quand je vois maintenant le nombre de développement des patinettes en
en 1976, je dis pas que ça existait pas, hein, j'ai vu que ça existait quand même. Moi, j'en avais jamais entendu parler. Et j'écris, je vois les enfants qui jouent avec des patinettes à moteur. Ça me frappe de plus en plus quand je vois l'expansion, parce ça marque notre époque. En 76. Bon, et donc je rentre. Il y avait 2 machines rouillées sur le coin, de la végétation qui poussait sur les murs, du sol battu, terre en sol battu. Alors je dis, c'est comme ça partout ici. Enfin, en plus, je me dis, mais si je suis encore en vie, mon corps est quelque part ici en ce moment. J'ai tellement l'impression d'être sur cette année-là que je me visualisais dans un futur vieux, quoi. Et c'est drôle quand on est jeune. Et ils me disent non, mais ils m'ont dit il y a des villes très sophistiquées, mais nous on a choisi le retour à la nature, on a choisi la simplicité. Il y avait de la végétation qui poussait comme ça même sur les meubles et tout. Voilà. Et je leur ai demandé quelle est leur date de naissance. Évidemment, ils m'ont répondu 1948, mon année de naissance. Et tout ça, plus on approche de cette date, j'en ai témoigné, j'ai commencé quand même un peu sur un site en 2013, tu vois. Mais là, de plus en plus qu'on avance, ça m'impressionne. Mais je dis pas que je suis allé dans le futur, c'est des futurs potentiels, c'est ça que je voulais dire. C'est que le modèle de Philippe Guillemant est très intéressant, par justement, non pas qu'à chaque fois qu'on fait un acte, on est dans un univers parallèle, c'est absurde, mais c'est toute une souplesse. Le temps n'est pas linéaire. C'est pas, quand je vais parler du temps comme un axe, c'est bien sûr en physique on fait comme ça, mais c'est pas un axe. C'est beaucoup plus souple et il y a une téléologie. C'est pas la théologie. J'ai revu parce que je disais téléonomie. C'est le fait qu'il y ait un projet. Que c'est pas le hasard, le déterminisme darwinien. Je dis pas qu'il n'y a pas eu, et c'est bien la représentation de Teilhard de Chardin, il y a bien sûr eu une évolution des espèces, mais c'est pas un hasard, comme le disait Jacques Monod, le hasard et la nécessité, c'est autre chose. Il y a ce but de la conscience qui peut passer par des corps différents. Hein, les corps d'animaux comme certains, comme les baleines, les dauphins, etc., sont peut-être, on n'en a pas idée de leur niveau. On ne sait pas, enfin certains le savent, parce qu'ils ont contact avec eux. Mais bon, voilà, je veux dire, la pensée scientifique actuelle est tellement réductionniste que il faut qu'on arrive à briser ce mur du matérialisme, passer vers, alors je n'en ai pas parlé, mais j'ai été signataire du manifeste post-matérialiste de Mario Beauregard, j'ai eu cet honneur, et pareil, hélas que je suis un des rares Français à avoir pu le signer en tant que docteur en mathématiques. Oui, Mario Beauregard, neurologue, je crois qu'il est. Oui, il a étudié sur les cerveaux, l'influence sur les nonnes au Canada, en méditation. Il a fait les tests aussi sur des moines bouddhistes, dont Mathieu Ricard. Et il a vu vraiment des effets, et on a pris des étudiants au bout de 15 jours, 3 semaines de méditation, on voit des modifications entre ceux qui étaient des méditants confirmés et puis des méditants qui pratiquaient quelques fois la semaine. Et donc voilà, j'ai contact avec Mario Beauregard aussi. Parce qu'on a un autre élément aussi, parce que tu n'as pas précisé, et je le précise, parce que c'est peut-être important pour tous ceux et celles qui nous écoutent, c'est que toutes les expériences que tu as eues, diverses et variées, bon, une centaine comme ça, ça n'a jamais été voulu de ta part. Tu as essayé de sortir en conscience. Oui, tu me l'as dit hors antenne, mais je le dis parce que pas une seule fois tu l'as énuméré, et peut-être que pour ceux et celles qui nous écoutent. Très important ça, c'est bien que tu me rebranches là-dessus, parce que si tu veux, les EMI, ceux qui vivent une expérience de mort imminente, ou NDE en anglais, heureusement, ils en vivent qu'une, parfois 2, heureusement. Et ils le gardent toute leur vie comme un cadeau extraordinaire, surtout ceux qui font des EMI positives. Bon, ceux qui font des sorties hors du corps, eh ben, quand ça s'arrête pendant 15 jours, ils sont déjà pas contents, comme des enfants gâtés. Bon, c'est pas tout à fait le même type d'expérience, encore que moi, celle que je t'ai dit de Notre-Dame est quand même très très proche de cela, mais c'est quand même une expérience que certains arrivent à faire. Il y a Nicolas Fraisse qui se passe à différents niveaux. On peut être sur le plan terrestre carrément,
Mais là, ça nécessite d'être dans un véhicule d'un autre type vibratoire. La plupart du temps, les gens sont déçus, ils disent « Oh, c'est un rêve lucide, parce que pourtant c'était fort, j'ai volé, j'ai fait ceci, cela. » Mais c'était pas tout à fait la réalité. Bien sûr que c'est pas cette réalité-là, puisqu'on passe dans ce monde qu'on appelle astral, j'aime pas trop, mais enfin c'est le monde émotionnel, c'est le monde où on arrive par la pensée relativement à créer des choses. Encore que William Buhlmann, je trouve qu'il a bien placé les choses. Il a dit qu'il y a des mondes dans lesquels on a le monde consensuel. C'est-à-dire on a créé une réalité, comme dans les églises par exemple. Quand on va sur ces plans-là, il y a des églises merveilleuses et on vit des expériences fortes. Mais ce sont des représentations créées par tous les êtres qui sont dans cette croyance-là. On peut créer ces mondes. Et puis, il y a des mondes dans lesquels tu peux toi-même faire des expériences et tout obéit. Mais il n'y a pas une telle différence entre les rêves lucides et les... Alors ça, c'est le grand... On sent sur Internet, je vois des gens qui... « Oh, je n'ai fait qu'un rêve lucide. Il n'y a pas le rêve lucide ici, et puis la sortie hors du corps là, et puis le EMI. » Alors, il y a même des gens qui disent qu'ils ont vécu des EMI, alors que c'est des sorties hors du corps. Parce que c'est la seule façon d'être reconnu. Parce que maintenant, les EMI sont reconnus, mais les SHT pas trop. Donc du coup, on présente... voilà, donc il y a un très beau film que je suis allé voir qui s'appelle Thanatos de Pierre Barnérias. Oui. J'ai eu la chance de le voir, il était présent à la Tranche-sur-Mer, j'ai eu cette chance-là, j'ai pas pu trop rester avec lui, mais il a publié, donc je voulais justement dire qu'il a fait ce film Thanatos au mois de septembre, et Valérie Séguin, je tiens à en parler parce qu'elle a fait un très beau film aussi récent, elle en avait fait un autre avant qui s'appelle « Et si la mort n'était qu'un passage ». Les deux films en même temps, Thanatos, l'ultime passage de Pierre Barnérias, que je conseille vraiment, et celui de Valérie Séguin qui est sur Internet. On l'a, à 4 €, je l'ai acheté sur Internet, 7 €, je sais pas, enfin, et je l'ai vraiment très, très beau film.